Bonjour à tous et à toutes, c'est Chaplin, impérateur de la Légio Tria Gallica, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose le premier retour sur Fogg, qui reviendra sur le Fields of Glory fait sur la bataille de Pydna, posté sur YouTube le mardi 20 décembre 2022. Lors de cette bataille, l'histoire a été modifiée, car l'équipe de Rome, représentée par 3 joueurs, n'a pas su vaincre Persée, le roi macédonien, représenté par 3 autres joueurs. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur les choix faits par moi-même pour les compositions d'armées, les décalages évidents pris par les joueurs pendant la bataille, et rapidement sur l'Uchronie en fin de vidéo. Avant toute chose, je souhaitais rappeler que les Fogg n'ont pas valeur de vérité absolue. Je fais des choix discutables sur les compositions, mais j'essaie tout de même de mener une certaine cohérence. Vous allez le voir, si je dois déformer légèrement l'histoire en raison des possibilités de gameplay ou par rapport à un équilibrage, je ne me prive pas de le faire. De plus, les joueurs font des batailles sans scénario, ce qui mène à une issue incertaine et dans le cas présent à une uchronie. Mais c'est le principe même des Fields of Glory, donc ce n'est pour moi pas un problème. Encore une fois, si l'issue de la bataille est la même que dans notre histoire, je me ferai un plaisir de compter les conséquences réelles de cette bataille. Commençons donc cette vidéo par les compositions d'armées. Cette partie sera elle-même subdivisée en sous-parties afin de traiter les armées séparément. Commençons par l'armée romaine. Celle-ci était composée d'un général et garde du corps comme général, d'une unité d'éléphants d'Afrique auxiliaires, de 3 unités de cavalerie légionnaire ainsi que 2 cavaleries auxiliaires. Pour les unités d'épéistes, Rome disposait de 4 Astati, 4 Principes et 4 Triarii. Enfin, un autre joueur avait pris une faction hellénique pour rajouter 3 unités d'archers crétois, couplées à 2 unités de léwes romains. Mes sources, qui je le rappelle sont dans la description du Fogg, m'ont mené à cette composition d'armée. Pour Paul et Émile, le jeu ne permettant de mettre un général romain sur autre chose que sur cavalerie, la question n'a pas nécessité une longue réponse. Pour les éléphants de guerre, mes sources faisaient état de 22 éléphants de guerre sur le champ de bataille donnés par Massinissa, allié africain de Rome. Une seule unité de ce type, par rapport au ratio du nombre de soldats, a pour moi suffi. Ensuite, mes sources ont fait état de 4000 cavaliers romains sur le champ de bataille. J'ai décidé de mettre 3 cavaleries légionnaires et 2 cavaleries auxiliaires par choix de logique. À cette époque, la cavalerie romaine est assez développée grâce à des plaines peuplées d'équidés dans le centre de l'Italie et dispose d'un héritage martial qui lui a permis de créer une réelle maîtrise des combats de cavalerie. Vu la taille de l'Empire romain, au sens territorial bien sûr, j'ai décidé de rajouter à ces 3 cavaleries légionnaires 2 cavaleries auxiliaires donc, sachant que Rome a d'ores et déjà fait appel à des auxiliaires par le passé, lors de guerres et qu'elle pratique déjà ce type de recrutement depuis longtemps. D'ailleurs, les éléphants sont en soi des troupes auxiliaires. Vous verrez cependant que le nombre de cavaleries, 5 en tout, vient aussi d'une étude sur le nombre de cavaleries en face où j'ai essayé de rendre cela accessible pour les deux camps tout en restant réaliste. J'ai donc pris le parti de faire un équilibrage entre les deux armées par rapport au gameplay de Rome 2. Mes sources font état d'archers crétois dans les troupes romaines, mais sans en donner de nombre. J'ai donc choisi d'en mettre 3 unités, couplées avec 2 unités de léwes, pour représenter les troupes de tir de Rome. Enfin, pour les épéistes, mes sources font état de 22 000 légionnaires sur le champ de bataille. À cette époque, les légionnaires se battent encore sous la forme traditionnelle de la Rome républicaine, à savoir les Astati devant, les Principes au centre et les Triarii derrière. Les armes et armures de ces soldats étant relativement bien respectées par rapport à la réalité dans le jeu, ils tombaient donc très bien. Je n'ai en soi pas cherché à créer un rapport de division entre le nombre de soldats dans la bataille réelle et celle du jeu. J'ai simplement pris cette donnée et je l'ai mise en place avec 4 unités par type de troupe. Cela donne donc 4 x 3 soit 12 unités d'épéistes. Cela allait donc me donner le rapport avec les troupes de Macédoine. Si 12 unités d'épéistes romaines valent à peu près 22 000 légionnaires dans la réalité, il suffit de rajouter ou enlever des piquets macédoniens pour trouver le bon rapport entre les deux armées. Du côté de la Macédoine, l'armée en jeu était composée d'une unité de peltastes royaux pour représenter Persée. Pour la cavalerie, les joueurs disposaient de 2 cavaleries des compagnons Aspis, 2 cavaleries mercenaires thraces et une cavalerie tarentine. La Macédoine disposait de 3 unités de peltastes et 2 unités de peltastes mercenaires thraces. En unité de corps à corps, la Macédoine disposait de 3 guerriers mercenaires thraces, une unité de peltastes royaux, 6 piquiers et une unité de compagnons à pied. Mes sources font état de 21 000 phalangistes, soit une légère infériorité numérique de cette unité par rapport au nombre de légionnaires romains. J'ai donc décidé de mettre seulement 7 unités de piquiers contre les légionnaires romains. Certes, le ratio est complètement différent, mais c'est un choix que j'ai fait par rapport à la puissance des piquets dans le jeu. J'ai aussi laissé les Macédoniens prendre une unité de compagnons à pied, les Grecs ayant toujours l'aile droite de leur ligne principale composée de troupes d'élite. La différence numérique établie, 12 contre 7, est cependant rattrapée par les troupes alliées de Persée.
Dans la bataille, on estime que le roi de Macédoine peut compter sur 10 000 Illyriens, Thraces et Galates, ainsi qu'un petit millier de cavaliers thraces. Pour donner à la Macédoine dans le jeu des ressources d'infanterie sans spammer les piquiers, j'ai donc représenté cette aide étrangère par les 2 peltastes mercenaires thraces et les 3 guerriers mercenaires thraces, ainsi que les 2 unités de cavaliers mercenaires thraces. Justement, pour ce qui est des cavaleries, on estime que Persée avait sous son aile 2000 cavaliers cuirassés, ici représentés par 2 cavaleries des compagnons Aspis, 1000 cavaliers légers, représentés par la cavalerie tarentine, et 1000 cavaliers thraces, comme je viens de l'évoquer. Alors que du côté romain, nous étions donc en tout à 4000 cavaliers pour 5 unités, la Macédoine s'en sort elle aussi avec 5 unités pour 4000 cavaliers. Un ratio donc plus ou moins respecté, même s'il y a des libertés que j'ai décidé de prendre. On estime aussi que Persée, que j'ai représenté par des peltastes royaux, pouvait compter sur une garde royale hypaspiste, que j'ai décidé de représenter dans le jeu par des peltastes royaux, qui je pense représentent le plus la qualité dans le jeu de ces troupes helléniques historiques. Je terminerai par dire que j'ai représenté les 5000 peltastes macédoniens par 3 unités seulement, mais je rappelle que les joueurs disposaient en plus de 2 peltastes mercenaires thraces. Voilà pour les armées, et si l'on fait donc le décompte final, nous obtenons ceci. Rome avait historiquement en tout 22 000 légionnaires, 4 000 cavaliers, 22 éléphants et des archers crétois, représentés par 24 unités en tout dans le jeu. De son côté, la Macédoine historique avait 21 000 phalangistes, 2 000 cavaliers cuirassés, 1000 cavaliers légers, 1000 cavaliers thraces, une garde royale hypaspiste, 5000 peltastes et 10 000 illyriens, thraces et galates, représentés dans le jeu par 22 unités. Je sais donc que le rapport numérique n'est pas parfait. Il y avait plus de Romains dans la bataille faite sur le serveur, alors que c'est exactement l'inverse dans les sources. Mais j'aimerais rappeler plusieurs points. Je ne prétends pas à représenter la bataille comme elle a eu lieu. J'ai fait des choix de gameplay qui je pense sont justifiables. Les piquiers sont très forts dans le jeu, et de simples troupes romaines n'auraient aucune chance sans une réflexion sur le rapport de troupes. J'essaie finalement de ne pas tomber dans le piège de 1000 hommes ou cavaliers égale une unité dans le jeu. Les troupes ayant des stats, la réalité du jeu l'oblige, je pense que cela rendrait la bataille encore plus éloignée de ce qu'elle était. Pour prendre un exemple un peu grossier, devrais-je donc mettre 3 unités d'éléphants dans le jeu pour représenter les 22 qu'il y a sûrement eu en ce 22 juin 168 avant notre ère? Je pense que la question, elle est vite répondue. De plus, nos sources sont postérieures et écrites par les vainqueurs. C'est d'ailleurs Polybe, un grec capturé plus tard, qui a écrit ses récits de guerre. Étant pro-romain pendant sa captivité puis sa vie à Rome, il a largement pu surestimer les troupes macédoniennes pour donner encore plus de gloire à Paul Émile. Par cet exemple, je tiens donc à rappeler que je me base sur des sources tout à fait discutables, donc de fait, il faut concéder certaines choses. Enfin, certains livres ne vous donneront peut-être pas ce que j'ai comme données numériques. J'ai essayé de faire des recoupements, mais bien sûr les historiens eux-mêmes font des estimations. Encore une fois, soyez indulgents avec mes choix. Nous pouvons passer à la deuxième partie de la vidéo, à savoir le déroulement de la bataille. On ne sait que peu de choses sur le réel déroulement de Pydna. Il semblerait qu'un cheval s'échappe ou soit délibérément libéré, et qu'ensuite les troupes se soient retrouvées et aient combattu au début de l'après-midi. Il semblerait que le combat ait eu lieu derrière un fleuve, mais que des escarmouches aient eu lieu dans le lit de ce même fleuve. De plus, les éléphants ne sont intervenus que tardivement dans la bataille, après avoir vaincu une partie de la cavalerie de Persée pour piétiner les phalanges macédoniennes dans le dos. Sur la ligne justement, c'est le mystère. Paul Émile semble réussir à coordonner ses troupes pour exploiter les brèches dans les formations macédoniennes et faire fuir le reste de l'armée une fois que la bataille commence à tourner court. Avant la tombée de la nuit, Polybe estime que 20 000 Grecs ont été tués. Pendant le Fog, la bataille a été bien différente. Le combat de la cavalerie a eu certes lieu lui aussi sur un flanc, mais justement sur un seul flanc et dans les bois. Sans l'aide des éléphants, qui historiquement étaient là à ce moment et à ce point précis, c'est bien la cavalerie romaine qui a été vaincue contrairement à la réalité. La ligne était aussi dans une configuration bien différente. Les armées étaient perpendiculaires au fleuve et non parallèles comme dans la réalité, bloquant largement les mouvements de contournement possibles du flanc droit macédonien. Les éléphants ont attaqué de face et non de dos, ce qui a largement contribué à leur inefficacité, couplée aux javelots grecs qui les ont massacrés. Pour la ligne en tant que telle, les Romains ont vite été dépassés par les cavaleries et alliés thraces qui ont empêché de contourner la phalange, seul réel point faible de cette formation, que ce soit dans la vraie vie ou dans le jeu. Enfin, Paul Émile meurt dans la bataille après une charge assez dévastatrice, alors qu'il a évidemment survécu à celle-ci dans la réalité, rentrant à Rome en général victorieux et bénéficiant même d'un triomphe.
Je vous laisse dire en commentaire si vous avez fait des recherches, d'autres différences entre la bataille réelle et celle faite lors du FOG, même si je pense avoir dit les erreurs et incohérences principales. Pour ce qui est de l'Uchronie, certains m'ont trouvé assez sévère en pensant que Rome aurait accepté une paix provisoire. J'aimerais donc me justifier, mais encore une fois, c'est une Uchronie, donc personne n'a tort ou raison, c'est évidemment une discussion ouverte. J'évoquais dans l'Uchronie que Rome allait donc négocier la paix. Il faut bien comprendre que c'est plus la mort du consul sur le champ de bataille que les restes des troupes que je prends en compte. Bien sûr, l'exemple historique est celui de la bataille de Cannes, où à quelques kilomètres de Rome, les deux consuls meurent et Rome refuse de se rendre. Mais là, Rome est sur la défensive, elle tente le tout pour le tout. Ici, après la bataille de Pydna, c'est après de nombreuses années de guerre où, rappelons-le, Rome n'a pas encore la politique expansionniste qu'elle aura par la suite, qu'une paix n'est, je pense, pas à exclure. Surtout, je précise que celle-ci ramène à un statu quo, donc Rome ne perd rien en soi. En effet, après la bataille, Persée n'a plus les troupes pour tenter de vaincre ses adversaires. Enfin, je précise que Rome n'est pas affaiblie par cette défaite, et il y a encore des ressources démographiques importantes. J'ai donc terminé par rappeler que Rome aurait très rapidement repris ses conquêtes de l'Orient, sûrement après la mort de Persée, et que la Grèce n'aurait eu que quelques années de répit en plus, hors de la domination romaine. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour le prochain Fields of Glory, j'ai proposé 3 batailles différentes. La bataille de Gaugamel, qui serait jouée sur Rome 2, la bataille du pont Milvius, qui serait jouée sur Rome 2 ou Attila, et enfin la bataille d'Andrinople, qui serait jouée sur Attila. Vous pouvez voter sur quelle bataille vous voulez que le prochain Fields of Glory se passe en rejoignant le serveur de la Legio Tria Gallica et en votant dans le chat annonce tournoi. Le lien est dans la description de cette vidéo. J'espère que le format FOG et retour sur FOG vous plaît. J'essaie d'être le plus honnête et clair pour que tout le monde connaisse mes choix et profite au mieux de ces vidéos. Le premier FOG ayant bien fonctionné, je suis très motivé à continuer. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2023, en espérant vous voir bientôt sur le serveur de la Legio Tria Gallica. C'était Chaplin, votre impérateur dévoué. Allez, ciao tout le monde.